pourquoi finalement la RSE concerne toutes les entreprises? C'est d'abord des questions de gestion du risque. Puisqu'on va avoir dans les prochaines années une raréfaction des matières premières, on a l'ensemble de la chaîne de valeur, et j'aurai l'occasion d'en reparler un petit peu tout à l'heure, qui s'implique. Et finalement, si l'on n'est pas, au regard de la réglementation, impliqué directement, on l'est sans doute indirectement, du fait que l'entreprise se retrouve dans cette chaîne de valeur. Troisième point, qui est l'accès au marché, la compétitivité. Aujourd'hui, vous avez peut-être déjà le cas chez vous, où des acheteurs vous contactent et vous demandent des informations sur votre politique RSE, sur l'empreinte carbone des produits qu'ils achètent chez vous, des questionnaires aussi un petit peu réguliers. Donc, tout ça, en fait, ça va obliger dans la chaîne de valeur à avoir de la transparence, mais ça va être surtout quelque chose qui va permettre l'accès au marché ou de les conserver à minima. Et puis enfin, dernier point, c'est l'accès au financement, puisqu'on rencontre de plus en plus d'entreprises à qui la banque demande tout simplement des informations sur la politique RSE, sur le bilan carbone de l'entreprise. Pourquoi? Parce que ça permet aussi d'avoir accès au financement au travers de prêts bonifiés qui sont accordés par la Banque centrale européenne. À horizon 2050, en fait, on aura atteint les seuils en fait de la compensation. On ne peut que anticiper, on ne peut que entamer des démarches de réduction et de rentrer dans des cercles beaucoup plus vertueux. C'est pour ça qu'il va falloir s'y intéresser. C'est que la compensation a ses limites et on doit commencer à envisager autrement, et notamment sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Cette réglementation CSRD, pour commencer par celle-ci, est la plus ambitieuse des initiatives de normalisation des informations ESG, avec un standard qui est le premier standard, on va dire, au monde, à être aussi robuste, à être aussi puissant dans justement l'ensemble des indicateurs et des datas qui doivent être fournis sur l'environnement, sur les questions sociales, sur la question de gouvernance, comme le disait Julien à l'instant. Nous avons ces premières cibles et ces premières informations qui concernent donc la gouvernance, la stratégie, la gestion des incidences, des risques et des opportunités, ce qu'on appelle les IRO, et la mesure et les objectifs. En environnement, en social, en gouvernance, sur un schéma de reporting qui est totalement standardisé pour la première fois dans le monde sur cet ensemble d'indicateurs, et c'est plus de 1000 data qui sont requises par le régulateur EFRAG. Sur un fondamental, c'est la slide d'après, qu'on a baptisé approche holistique de la double matérialité, et ça c'est vraiment un choix européen. La double matérialité, c'est d'une part que l'entreprise, quel que soit son secteur, là nous sommes sur vraiment les ESRS transverses, doit regarder à la fois ce qu'on appelle la matérialité financière, ça c'est classique. Est-ce qu'il y a une incidence finalement des questions environnement, social, gouvernance sur le modèle économique et sur ses résultats, et donc sa pérennité financière? Ça c'est la matérialité financière, mais aussi la matérialité d'impact. Est-ce que le modèle économique de l'entreprise a un impact, et lesquels, sur l'ensemble des items environnement, social, gouvernance qui sont concernés? Et du coup, c'est bien ça qui fait la différence aujourd'hui dans l'approche européenne, puisque les Américains ou d'autres juridictions sont encore sur la simple matérialité financière. C'est un vrai sujet d'évolution. Il y a eu un lobby très fort des États-Unis, et notamment de la fondation qui porte les IFRS aux financiers, pour que sur l'extra-financier, nous ayons une approche simplement financière. Elle a été
repoussé par l'Union européenne et par la Commission, et il est bien probable que cela force l'Union européenne étant restée très forte et les États membres très forts sur ce principe, que les États-Unis viennent à terme vers la double matérialité, qui est la base du raisonnement à la fois du travail interne à l'entreprise et de l'auditeur durabilité demain. La Chine, qui est un pays, peut-être ne le savez-vous pas tous, de droit civil. La Chine a adopté le Code civil officiellement il y a maintenant 3 ans, donc qui nous ressemble beaucoup. L'Union européenne est une juridiction de droit civil, à l'exception de Malte et de l'Irlande. Tous les autres pays de l'Union sont des pays de droit civil. Il est probable que la Chine évolue dans ce contexte également vers la double matérialité comme critère différenciant, on va dire, de sa législation. Mais je pense qu'il y a de bons indicateurs qui permettent de l'anticiper. Ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, c'est l'acronyme de MACF, c'est la taxe carbone aux frontières à terme. C'est la mise en place d'un mécanisme douanier qui se transformerait à partir de 2031-2032 en une véritable taxe carbone aux frontières qui exercera le contrôle, avec évidemment une tolérance pendant cette phase intermédiaire qui se termine au 31 décembre 2025, qui est évidemment une phase d'apprentissage, donc une tolérance qui sera réelle de la part de l'administration douanière, directement concernés évidemment les fabricants établis en pays tiers, et puis indirectement concernés évidemment des industriels qui sont dans l'Union européenne et qui sont consommateurs de produits soumis au MACF et qui doivent quelque part dans le cadre du reporting CSRD déjà, et donc dans le cadre de leur chaîne de valeur déjà, faire le reporting sur la question matière, sur la partie environnement, sur l'un des 4 ou 5 ESRS environnementales. Donc ils vont intégrer finalement le reporting MACF dans un reporting préexistant ou pas d'ailleurs, CSRD. On peut très bien avoir un reporting MACF et ensuite on passe au reporting CSRD, et très indirectement concerner le consommateur final. Avec évidemment dans l'entreprise une direction RSE Impact, une direction achat, une direction des affaires douanières concernées, mais comme pour le CSRD, c'est le board, c'est la gouvernance qui en direct est concernée par ces responsabilités nouvelles, civiles, pénales, administratives, car tous ces éléments du reporting MACF doivent se retrouver dans le reporting, en tout cas d'une manière ou d'une autre, dans le reporting CSRD. Et le reporting CSRD, il est monté dans les responsabilités au niveau des dirigeants et au niveau des conseils d'administration. C'est que 2/3 en fait finalement des impacts proviennent en fait des matières. Ça c'est important à comprendre. C'est que on ne peut pas en fait ignorer notre chaîne de valeur, ne serait-ce que parce que on a besoin de comprendre d'où viennent finalement les impacts environnementaux. Et cette réduction, cette décarbonation, en fait, il faut l'articuler autour d'une stratégie. Si on regarde la base de la pyramide, bien sûr, la base de la stratégie, c'est de commencer à un angle, on va dire, organisationnel. Vous avez entendu sans doute parler des termes qui sont dans ma pyramide, le bilan carbone, la trajectoire, mais ça se situe au niveau de l'organisation. Les véritables réflexions à avoir dès maintenant, c'est comment monter dans la pyramide et regarder l'ensemble du produit, de la chaîne de valeur, qui va se situer en France, mais aussi à l'étranger, et de vraiment commencer à regarder ce qu'on appelle donc l'éco-conception, c'est comment est-ce que je peux finalement obtenir le même produit, toujours économiquement viable, bien sûr, mais tout en limitant les impacts environnementaux. Et c'est en regardant cette éco-conception que vous allez pouvoir vraiment rentrer dans cette chaîne de valeur qui bien souvent est internationale, et Marine et Lucie vont pouvoir justement nous partager leur angle sur ce côté international.
On souhaitait vous présenter aujourd'hui 4 grands challenges. Le premier est évidemment le facteur multiculturel, puisque le sujet de la RSE et des facteurs ESG est perçu de manière tout à fait différente selon les pays. Le deuxième facteur, c'est la disponibilité de l'information. Cette information, il faut qu'elle soit disponible en local. Or, certains de vos fournisseurs ne mesurent pas forcément leurs impacts. Et donc, dans ce cas-là, il faut vraiment accompagner et acculturer ces parties prenantes internationales, que ce soit des fournisseurs, des collaborateurs internes qui sont peut-être plus loin de la maison mère, pour pouvoir avoir cette synthèse consolidée plus tard. Et ça rejoint notre troisième point qui est la qualité de l'information. On a certains clients qui ont souhaité mesurer leur impact auprès de certains de leurs fournisseurs, et je pense notamment à des fournisseurs basés en Asie, qui ne comprenaient pas l'intérêt et donc qui donnaient des informations d'une qualité assez pauvre. Et c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner par des professionnels, parce qu'on s'assure de cette qualité de l'information. Par ailleurs, c'est important de le mentionner, la CSRD rend responsable l'entreprise qui fait son reporting de la qualité de l'information. Donc il y a un enjeu qui est relativement fort là-dessus. Et puis enfin, de manière plus globale, on a la maturité locale sur le sujet de la RSE qui permet de mieux se préparer en amont, puisque c'est un cheminement, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Et ce qui est important, c'est d'aller regarder la perception en local, alors auprès de ces parties prenantes, mais au-delà de ça, dans le pays et la manière dont le gouvernement aborde le sujet. Le carbone, par exemple, est un sujet qui a émergé depuis des années, qui s'est renforcé avec les accords de Paris, et donc qui engage les organismes, pas seulement les entreprises, à réduire ces émissions carbone. Pour ça, il faut évidemment chiffrer, prioriser et répartir ces actions. Mais c'est un facteur clé à intégrer dans sa stratégie internationale, et c'est donc le second point. En fait, ce n'est pas un sujet opérationnel, c'est un sujet stratégique, puisque c'est un nouveau facteur de décision et donc qui va impacter la stratégie de son entreprise de manière transversale. En particulier sa stratégie internationale, puisque les chaînes de valeur sont aujourd'hui toutes interconnectées. Et donc, in fine, c'est un vrai sujet de transformation de l'entreprise. Et ce qu'on vous propose dans cette slide, c'est que, comme le disait Lucie, l'exemple du carbone montre qu'il est à la fois stratégique et opérationnel, et qu'il est clé de se saisir de cette opportunité réglementaire. Je pense qu'on peut vraiment qualifier la CSRD et le MACF d'opportunité réglementaire pour établir cette stratégie qui va rendre vos entreprises différenciantes, résilientes et qui va pérenniser votre modèle d'affaires, et ce de façon globale. Bien souvent, nous, les dirigeants qu'on accompagne, vont plutôt se dire « Ok, je suis concerné par la CSRD, le MACF à plus ou moins moyen terme, de façon directe ou indirecte, comme l'a très bien expliqué Yvon. Et on va plutôt démarrer par l'opérationnel, par se dire comment je vais répondre à ces contraintes réglementaires dans une logique de conformité. Nous, ce qu'on vous propose, c'est d'inverser cette pyramide et de commencer par la vision. C'est de se dire, ok, grâce à cette opportunité réglementaire, comment je peux repenser, et c'est vraiment l'occasion de le faire, mon cap stratégique à 5, 10, 15 ans, en fonction de votre modèle d'affaires, en fonction de si vous produisez des produits ou des services, et de l'aligner avec ces enjeux de durabilité, environnementaux, sociétaux et de gouvernance. C'est vraiment travailler sa vision long terme. Qui va découler ensuite sur l'étape assez logique et la raison d'être, votre pourquoi votre entreprise existe, quelle est votre utilité sociale, votre utilité environnementale, quel est votre cœur de mission. Ce qui fait qu'on peut découler sur la phase stratégique, de travailler sur ces piliers stratégiques, sur ces différenciations. Lucie, Yvon, vous l'avez dit, le carbone et les autres facteurs peuvent vraiment créer des nouveaux facteurs de compétitivité pour vos entreprises et vos organisations, qui fait qu'on peut vraiment intégrer de façon sereine et de façon durable, dans tous les sens du terme, les enjeux environnementaux et sociétaux au cœur de sa stratégie internationale. Et qu'on en arrive enfin, vu qu'on a cette vision très très claire, à des nouveaux leviers de performance globale qui se déclinent en actions opérationnelles court, moyen ou long terme. Et un axe qui est important, c'est d'anticiper
les moyens humains et les moyens financiers que vont requérir toute la conduite de ces actions opérationnelles. Pour illustrer ô combien ces normes et leurs impacts sont transversales à l'ensemble de l'entreprise. Tu l'as dit, Yvon, un vrai facteur clé de succès, c'est que la gouvernance, le board, le comité de direction, peu importe les termes que l'on emploie, mais que le haut de l'entreprise soit embarqué. Donc de fait, on vient de le dire, ça commence d'abord et avant tout par la vision et la stratégie d'entreprise, et ce de façon globale. C'est pour ça qu'on intègre l'international au cœur. Ça va évidemment impacter potentiellement vos modes de déploiement international. Ça va changer peut-être la façon dont vous faites de l'import, dont vous faites de l'export. Ça va aussi peut-être vous faire évoluer vers des modes de présence internationale qui vont davantage vers de l'ancrage local, donc des structures plus internationalisées. Ça va aussi de fait rayonner sur votre proposition de valeur. C'est l'opportunité d'éco-concevoir ses produits, ses services et son organisation, et aussi de co-innover, peut-être de créer d'autres liens avec son écosystème. On va parler de coopétition, on va parler de renforcement de liens stratégiques et opérationnels avec ses partenaires historiques, et on va parler aussi d'inscription de vos entreprises dans des nouveaux écosystèmes qui sont permis par ces innovations environnementales et sociétales. Ça va aussi avoir un impact et ça va transformer vos flux, tous vos flux physiques sur l'ensemble de vos chaînes de valeur, à l'import, à l'export. Pour les plus fidèles à nos webinaires que l'on a déjà menés sur ce sujet, présente un cas d'entreprise qui transforme son modèle d'affaires à horizon 10 ans, eu égard à ses enjeux environnementaux et sociétaux. Là, on voulait vous présenter d'une façon un petit peu différente. Vous dire que c'est un exemple qui démontre ô combien il est clé de mettre un peu de science et de la mesure d'impact concrète et de la rationalité dans sa stratégie pour aller prendre des décisions éclairées à la lumière du facteur carbone, à la lumière d'impacts sociétaux. On voulait aussi vous passer le message que, Yvon l'a dit, il y a plus de 1000 indicateurs dans la CSRD. Donc de façon pragmatique, avec vos réalités d'entreprise, il est important de faire des choix parce que à horizon 2025 ou 2026, quand vous serez concerné de façon directe ou indirecte par ces réglementations, on ne peut pas être au niveau maximum de compliance dès le début. Et puis, c'est aussi de se dire, on est fidèle à qui l'on est, on est fidèle à nos choix stratégiques. Et cette entreprise dont on vous partageait le cas d'école, qui est une entreprise agroalimentaire qui a fait le choix stratégique et ambitieux de passer d'un modèle export classique à un modèle internationalisé, elle le fait sur la base de 2 critères qui sont fondamentaux pour elle. Le premier, c'est la réduction de son empreinte carbone de façon globale, et ce sur l'ensemble de sa chaîne de valeur, ce qui l'a conduit à passer de cette stratégie export à ces stratégies de hub régionales. Et c'est aussi et surtout, et c'est peut-être le plus important, qu'elle est fidèle à ses valeurs et à son ADN d'entreprise et qu'elle veut créer de l'impact social au plus près de là où sont consommés ses produits. Donc elle a vraiment fait ce double choix stratégique, carbone et impact sociétal local.